professeur de pédiatrie, pédiatre pneumologue, ancien chef de service des urgences et de pneumologie à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Actuellement, conseil spécial en matière de santé de son Excellence Monsieur le Président de la République. Concrètement, professeur, est-ce qu'on pourrait savoir des chiffres exacts sur les affectés du asthme? Alors, comme je l'ai dit dans mes propos, l'asthme, c'est la maladie chronique inflammatoire la plus fréquente chez l'enfant. Son incidence ne cesse d'augmenter et cette augmentation d'incidence est liée essentiellement à la pollution et l'altération des facteurs environnementaux. C'est ainsi que, comme je l'ai signalé dans mes propos, il y a une augmentation d'incidence aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Il y a une augmentation d'incidence dans les continents et à travers les continents dans les pays et dans les pays, dans les villes et les campagnes. Ça veut dire que c'est une maladie cosmopolite qui intéresse tout le monde. Malheureusement, les chiffres avancés par l'OMS, c'est des chiffres qui donnent des frissons. Il y a 300 millions de personnes qui sont concernées actuellement et cette maladie est responsable de 250 000 décès annuels, ce qui n'est pas négligeable. C'est au niveau mondial Au niveau mondial. Au niveau de l'Afrique, j'ai donné les incidences de 17% en Éthiopie, de 11% au Kenya. Au Sénégal, nous avons des statistiques hospitalières qui nous font état des incidences qui varient entre 3 et 6%, notamment 3% chez les enfants, 6% chez les adultes, mais également nous avons dit dans nos propos que ces incidences ne reflètent pas la réalité. Nous pensons que la fréquence est beaucoup plus élevée dans la population générale parce qu'elle atteint 10%. Et les études qui ont été faites à Diakhar, dont nous ne voulions pas parler, font état déjà de 10% d'incidence d'asthme dans la population sénégalaise. Mais tout à l'heure, lors de votre exposition, on a vu que les points rouges qui ont été indiqués, le Sénégal n'en faisait pas partie. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas à nous inquiéter au niveau national? Ah si, il faut s'inquiéter. Parce que le monde est devenu un village planétaire. Et la circulation des véhicules, je l'ai souligné, s'il y a plus de 20 000, un trafic qui fait plus de 20 000 véhicules par jour, ça entraîne une altération, en tout cas, de l'air, de la qualité de l'air, et ça augmente les maladies respiratoires. Donc, nous devons, nous aussi, prendre des mesures. Fort heureusement, les services météorologiques ont pris le devant. Ils mesurent quotidiennement la qualité de l'air et font état de cette qualité pour, en tout cas, donner des conseils et sensibiliser les populations pour pouvoir mieux gérer et prévenir ces affections respiratoires. Est-ce que la consommation de cannabis participerait à amoindrir les effets des crises asthmatiques? Non, je dis non. Parce que tout simplement, la consommation de cannabis, même par la fumée, constitue un facteur favorisant des crises d'asthme. En plus, tout ce qui est irritant pour les voies aériennes, que ce soit la fumée d'encens, la fumée de tabac, la fumée du charbon de bois, de feu de bois, vont majorer les crises d'asthme et majorer l'asthme. Je l'ai montré dans une diapositive où j'ai parlé un peu des phénotypes. Actuellement, on est au stade où on étudie les phénotypes, parce que tout à l'heure, Monsieur le Président, le modérateur a abordé la médecine personnalisée. Sachez que maintenant, on va de plus en plus évoluer vers une médecine personnalisée. On prend un patient X, on étudie tout ce qui concerne ce patient X, on lui fait un traitement adéquat en fonction de son profil. Comment doit se passer la prise en charge de cette maladie? La prise en charge de cette maladie, comment ça se passe? De la maladie asthmatique, je ne me suis pas étendu dans cette prise en charge. Retenez simplement qu'il y a la prise en charge comprend deux volets. La prise en charge des crises aiguës et la prise en charge, le traitement de fond. Pour les crises aiguës,
fort heureusement, et je profite de vos micros pour lancer un message fort. Aujourd'hui, le meilleur traitement qu'on apporte pour une maladie, c'est le traitement dans lequel on utilise des drogues ou des substances qu'on va déposer immédiatement au niveau du site où on a besoin que ces drogues réagissent. C'est ça la voie inhalée. C'est comme si vous preniez quelqu'un qui a une lésion cutanée, vous voulez traiter cette lésion cutanée et vous lui mettez une pommade. Ça a la même action. J'ai toujours démontré dans mes propos aux parents de mes patients que le fait de donner un médicament par voie orale, le chemin paraît long. D'abord, il faut une absorption digestive, suivie d'une absorption hématogène, suivie d'une diffusion au niveau pulmonaire. Tandis que si vous donnez un médicament par voie inhalée, le médicament va être déposé directement au niveau des bronches, là où on a besoin que ce médicament agisse. Donc, vous voyez, donc, maintenant, il faut que les populations soient sensibilisées avec la voie inhalée qui est la meilleure voie d'administration des médicaments. Ce qui pose problème, souvent, c'est les formes d'inhalation. Moi, en tout cas, nous, pédiatres pneumologues, nous sommes un peu différents des pédiatres adultes, des pneumologues adultes, parce que nous savons pertinemment que la meilleure façon de traiter quelqu'un, c'est de le traiter en tenant compte de son état au moment du traitement. Ça veut dire quelqu'un qui est en crise d'asthme. Si vous devez lui donner un médicament efficace, il faudrait que ce médicament puisse agir. Comment il va agir? Parce que la plupart des aérosols doseurs qu'on utilise, ces aérosols doseurs, je le dis souvent, nécessitent la coordination entre l'actionnement de la pompe et la prise d'une inspiration profonde suivie d'une suspension de la respiration pendant 10 secondes. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est en crise d'asthme. Parce que quand on est en crise d'asthme, le temps expiratoire est allongé et le temps inspiratoire est raccourci. Pour prendre bien une pompe seule, il faut pouvoir allonger le temps inspiratoire pour que le médicament pénètre au niveau des voies aériennes les plus périphériques, ce qui n'est pas le cas. D'où ce qu'on a trouvé, nous, pédiatres. Moi, personnellement, je n'ai jamais prescrit un aérosol doseur seul. J'ai toujours prescrit un aérosol doseur avec une chambre d'inhalation qui est un dispositif de stockage qui permet aux patients de prendre le médicament à la phase inspiratoire du cycle respiratoire et à la phase expiratoire du cycle respiratoire, il rejette l'air et le médicament reste stocké dans la chambre. Donc, tous mes patients, qu'ils soient âgés de 6 mois ou de 70 ans, ils ont tous une prescription de chambre d'inhalation avec une pompe. Alors, pour conclure,